Nous commencerons par entendre le témoignage de Jean Mandelson, donc ancien ambassadeur et ancien directeur des archives diplomatiques, qui milite au Parti socialiste depuis 1979 et qui notamment, en 1981, à la sortie de l'ENA, est affecté au ministère des Relations extérieures dans les services de la coopération et du développement. Et puis je laisserai poursuivre donc, sur son témoignage. Oui, merci bien. Avant 1979, j'étais socialiste, mais PSU, et j'ai mis quelque temps à suivre Michel Rocard. Voilà. Bon, tout d'abord, rassurez-vous, je serai bref parce que dans 10 minutes, il faut vraiment que je parte. J'avais prévenu, je devais théoriquement conclure. Je ne conclurai pas. Je partirai sans discourtoisie pour Alain et Gérard, qui sont des vieux camarades, et qui m'excuseront par avance, mais c'est comme ça, et j'avais prévenu dès l'avance que je ne pouvais pas faire autrement à la Fondation, que je remercie pour cette journée. Alors donc, dans les 10 minutes que je vais prendre, je vais essayer de rebondir sur divers points, pas tellement d'ailleurs comme témoin que comme archiviste, un peu comme archéologue, et archéologue de l'histoire du socialisme, disons, de ma prime jeunesse, parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Je pensais tout à l'heure, quand j'ai fait ma brève intervention sur l'histoire du Parti socialiste chilien, que si on ne savait pas, par exemple, que Michel Bachelet a été formé dans l'intérieur du Parti socialiste chilien, c'est l'intérieur de la clandestinité, et faisait partie du courant marxiste-léniniste, si on perd ce type de généalogie-là, il y a plein de choses qu'on perd. Alors qu'en revanche, Ricardo Lagos, lui, qui venait du radicalisme et qui avait rejoint le Parti socialiste dans l'aile modérée à l'époque, c'est deux chemins complètement différents. Bon, je crois que c'est important de savoir, de connaître ces choses-là. L'histoire et l'archéologie et l'archivage ont souvent des points communs. J'écoutais les interlocuteurs qui parlaient autour de Gérard Grimbert dans les minutes précédentes et qui passaient spontanément du mot internationaliste à international. Du coup, j'ai éprouvé un peu le besoin de préciser une petite chose. Dans l'origine du mouvement ouvrier, on parle bien d'internationalisme prolétarien. Et l'internationalisme prolétarien, il fonctionne dans la première internationale, dans la deuxième internationale, dans la deuxième internationale et demie, avec une forme bizarre dans la troisième internationale, mais enfin le terme reste vivant, et il demeure même vivant au sein de l'internationale socialiste, au moins au début. Et il reste même assez longtemps. On continue à parler d'internationalisme prolétarien. Or, peu à peu, dans ce que moi j'ai vécu, et je pense de ce que nous avons vécu beaucoup, je laisse de côté l'affaire européenne qui est quand même très spécifique, quand on parle d'internationalisme, peu à peu, il y a un glissement sémantique. En fait, on veut dire tiers-mondisme. Très souvent, on veut dire tiers-mondisme. Et pourquoi, bon, dès Bandung, dès le non-alignement, l'afro-asiatisme, commence par apparaître quelque chose de différent du classique internationalisme prolétarien né à Londres dans la situation internationale des travailleurs. C'est déjà très différent. C'est les peuples opprimés, c'est plus les travailleurs, c'est les pays du Sud, le tiers-monde. Donc déjà, internationalisme va commencer par, dans certains milieux de gauche socialiste, se confondre avec tiers-mondisme. Et alors en France, il y a une gifle particulière et très spécifique qui nous est propre, qui est la guerre d'Algérie. Qui fait que brusquement, le tiers-mondisme, qui au départ est essentiellement quelque chose qui me paraît très lié à une pensée aux intellectuels, à une réflexion très intellectuelle, à des penseurs, brusquement, avec la guerre d'Algérie, ce tiers-mondisme pénètre dans un courant socialiste, alors pas seulement socialiste, mais finalement majoritairement socialiste, quand on regarde bien, parce que même quand on pense à l'opposition de certains milieux chrétiens à l'époque, c'était plus ponctuellement lié à la lutte contre la torture, donc à une dimension morale. Mais si vous regardez des gens qui réfléchissent à la guerre d'Algérie dès le début, ou dans leur vie politique, je pense à Claude Bourdet, à Michel Rocard, on a vraiment là quelque chose qui fait qu'au sein du Parti socialiste SFIO de l'époque, mais très tôt, apparaît quelque chose dans la foulée de Bandung et tout ça qui ressemble. J'accélère, je ne fais
qu'un petit pointillisme comme ça, désolé, hein, je n'aurai pas le temps de développer ces choses-là. Il faut faire attention également à certains anachronismes. En 1966, j'ai étudié de près en 1966 la conférence tricontinentale de La Havane, qui est un moment clé du tiers-mondisme. Quand on regarde bien, en 1966, d'abord, honnêtement, il y a les colonies portugaises, ça c'est l'adversaire, enfin le Portugal. Honnêtement, la Palestine n'est pas du tout un point central. On est solidaire du peuple palestinien, etc. Che Guevara est le premier à avoir fait une visite à Gaza en 1963, je crois. Mais c'est quand même quelque chose de tout à fait embryonnaire. Le problème palestinien va surgir plus tard. Or, il se trouve que les gens qui avaient réfléchi sur la question algérienne étaient plus aptes à ouvrir les oreilles sur la question palestinienne. C'est en ça qu'il y a une spécificité, je crois, du Parti socialiste français. Alors je fais attention, là aussi je ne veux pas non plus faire d'anachronisme, mais quand même, il y a eu beaucoup de divergences dans tous ces mouvements. Bon, il y a d'abord tous ceux qui ont créé, à partir disons, après la rupture de 1956, ça a mis 2-3 ans, la naissance du Parti socialiste autonome. Et puis là-dessus, donc c'est l'Algérie qui fait une rupture. Mais une deuxième rupture qui intervient, bizarrement, qui a voté ou qui n'a pas voté en 1958 pour De Gaulle. Résultat, Vincent Auriol n'adhère pas au Parti socialiste unifié. Il en est le sympathisant numéro 1, mais Vincent Auriol, le Parti socialiste unifié, le seul parti socialiste au monde, je crois, enfin, en France en tout cas, va refuser l'adhésion de deux présidents de la République, Vincent Auriol et François Mitterrand. C'est quand même pas mal. Mais c'est assez curieux. Ces divergences-là sont marginales. Ce qui relie ce courant-là, c'est ce qu'a représenté l'Algérie comme point de rupture, très loin de la conception internationaliste et en fait internationale liée à l'international socialiste de la SFIO. C'est quand même, je crois qu'il y a une très très grande divergence. Il se trouve que à ce moment-là, à la SFIO, les militants les plus internationalistes, quand on regarde les textes, sont ceux qui considèrent que l'internationalisme, c'est la solidarité avec les partis de l'international socialiste. Et donc, avec souvent, par rapport à l'Europe de l'Est, une grande solidarité avec les partis sociodémocrates exilés à Londres, à Amsterdam ou à Paris. C'est très différent de la vision qu'ont les gens du PSA puis du PSU et des groupes alentours qui arrivent avec l'Algérie en tête. Il n'empêche que la Palestine met du temps à venir. Moi, j'étais à l'époque très très jeune au PSU, mais après j'ai vérifié dans les archives, hein, c'est très clair. Jusque quasiment 67 et même 68 dans la cour de la Sorbonne. Mais en tout cas, en 67, c'est très clair. La gauche est pro-israélienne, y compris au sein du PSU. Mais c'est vrai que les événements qui suivent vont permettre une plus grande ouverture sur la question palestinienne, qui va être un des éléments déclenchants. Au même moment, il y a évidemment le Vietnam qui est le point clivant essentiel. C'est le Vietnam, on n'en a pas beaucoup parlé, on ne l'a pas beaucoup cité, c'est le Vietnam. Au comité Vietnam national, je ne parle pas des comités maoïstes, mais au comité Vietnam national, il y avait les trotskistes, il y avait des PSU, il y avait des témoignages chrétiens, il n'y avait pas le Parti socialiste. Puis le Parti communiste avait fait son comité à part. Donc c'est vrai que on voit bien qu'il y a une mobilisation sur les questions du tiers-monde à partir de sujets qui n'enthousiasment pas au départ la SFIO. Je parle pas j'ai dit Parti socialiste, excusez-moi, je voulais dire SFIO. Or, il se trouve qu'au sein du PSU, il y a pas tout le monde est d'accord dessus. En revanche, sur les questions palestiniennes, c'est beaucoup plus difficile. Je me rappelle avoir eu une longue discussion avec Éluard Depreux qui me faisait part de son évolution sur le sujet, alors qu'Éluard Depreux, il avait avoir sa statue au centre de Tel Aviv, c'était le ministre de l'Intérieur à l'époque de l'Exodus. C'est l'homme qui a sauvé l'Exodus, enfin bon. Mais il n'empêche que Éluard Depreux, lui aussi, a pris en pleine figure, à travers la réflexion qu'il avait faite sur l'Algérie et le tiers-monde, une autre vision de l'internationalisme tiers-mondiste. C'est pour ça que je voudrais bien distinguer internationalisme prolétarien classique, internationalisme liaison solidarité avec l'international socialiste, et le tiers-mondisme comme expression majeure de l'internationalisme, et je laisse de côté volontairement les questions européennes. Et l'arrivée en retour à la SFIO puis au PS
par vagues successives, par ruissellement, pardon du mot, des anciens responsables du PS, de SFIO passé par le PSA et le PSU. Ça commence dès le départ par Bérégovoy, Meyer, Daniel Meyer, mais qui amène malgré tout ils ont rompu sur les questions algériennes, donc ils amènent cette vision-là. Jean Popren, qui lui attendra avril 68, juste avant mai, pour rejoindre ce qui est encore le PS, mais lui ne vient pas d'une tradition socialiste, il vient d'une tradition communiste. Et puis après, Épinay, d'abord Gilles Martinet, puis Michel Rocard, tout ce courant-là qui tombe en pluie sur le Parti socialiste n'emploie pas les sujets du tiers-monde comme élément de clivage, contrairement au CRS, mais insère les divers courants du Parti socialiste. On les voit à travers leurs relations immédiates avec des gens qui, eux, viennent de la tradition du PS. Jean-Pierre Cotte, par exemple, qui n'était pas du tout PSU. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant. Le PS d'avant 81 est de moins en moins internationaliste classique et de plus en plus tiers-mondiste, ce qui va se traduire dans les gouvernements Mauroy et Fabius d'une manière assez spectaculaire. C'est vrai que l'Amérique latine est particulière dans ce monde. C'est vrai que le tiers-mondisme rapidement devient un espèce de latino-américanisme, avec la question palestinienne qui reste quand même une gêne ou une blessure ou un problème qui est mal digéré. On ne sait pas comment, mais malgré tout, grosso modo, la vision classique d'Israël, bastion du socialisme au Proche-Orient face à les dictatures arabes, disparaît après Sabra et Shatila. Ça, c'est vraiment, ça a du mal après 67. Alors 67, ça commence à être contesté. À partir de 82, c'est très nettement plus en cause. Lui-même, Mitterrand, de ce qu'on arrive à savoir, fait l'équilibrisme entre ces diverses couches géologiques du socialisme. On connaît son sentiment, on a la chance de connaître son sentiment par les lettres à Anne. Les lettres à Anne, qui ont été publiées il y a 2 ans, montrent un Mitterrand qui exprime ce qu'il pense au fond, du Che Guevara, de Salvador Allende, de Cuba, de Raúl Castro. On est ahuri. Au départ, on croit que c'est qu'il apprend à parler marxien, qu'il joue au temps. Pas du tout. Il est absolument convaincu, il est enthousiaste. Si vous lisez les quelques passages qu'il y a dans ces lettres totalement intimes, qui sont pas dont il sait bien qu'elles seront peut-être un jour publiées, parce que quand on écrit à un conservateur du patrimoine, il y a une chance que ça ne disparaisse pas. Mais en tout cas, voilà quelque chose de complètement intime, où on voit vraiment Mitterrand qui est totalement enthousiaste. C'est pas vrai de dire que c'est Daniel Mitterrand qui a tiré le PS puis le gouvernement français du côté de Cuba. Quand on regarde, alors les images étaient on n'a pas vu, mais on aurait pu voir aussi des images de Fidel Castro, de Mitterrand avec Fidel Castro à Cuba. C'est très spectaculaire. Il est totalement enthousiaste. Et après, quand il écrit pas par la poste pour faire plaisir au service secret cubain qui a ouvert le courrier avant de l'envoyer. Non, il attend d'être à la Martinique ou à la Guadeloupe, et de là, dans des enveloppes Assemblée nationale, il écrit sa pensée sur Cuba à Daniel Mitterrand. Ah, pardon, Anne Pinjot, pardonnez-moi, il y avait aucun... je crois que ces lettres-là indiquent beaucoup de choses sur ce que c'est que l'internationalisme au sein du Parti socialiste et de Mitterrand. C'est pas tactique, c'est sincère. Et alors, au sein du gouvernement, et je vais arrêter là parce que ça y est, ça débouche sur d'abord la politique tiers-monde de Jean-Pierre Cotte. Alors, je vais laisser peut-être la parole à Gérard. Enfin, nous étions ensemble. Ce fut trop bref. Oui, ce fut très bref. Mais curieusement, ça a continué à travers l'influence de Jack Lang, de Daniel Mitterrand, de Claude Chesson. Je crois qu'il ne faut pas avoir une vision trop fermée. C'est vrai que ce fut trop bref, mais il y avait d'autres éléments dans la rupture avec Jean-Pierre Cotte que strictement de politique tiers-monde. Excusez-moi, j'ai été bref et je vais me sauver. C'est pas très poli, mais j'avais prévenu. Merci. Alors du coup, je vous présente le second témoin, donc Alain Barraud, ancien député, ancien responsable des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux, notamment, qui, dans les années 70, a notamment été secrétaire, à partir de 79, secrétaire général de la délégation socialiste française au Parlement européen,
et secrétaire de l'Union des partis socialistes de la Communauté européenne. Merci Judith. Je voudrais tout d'abord remercier Thierry Mérel et la Fondation Jean Jaurès et remercier Judith Bonin. J'ai eu la chance de la rencontrer quand elle faisait sa thèse et je voudrais utiliser cette tribune pour la féliciter de la rapide et brillante carrière qu'elle fait dans l'université française autour et après une thèse tout à fait remarquable. Donc Judith, bravo pour ce cheminement. Ce que vous m'avez demandé de faire, c'est en fait apporter quelques témoignages. Et je vais plutôt le faire ce soir, plutôt que de reprendre la démarche, comme nos amis enseignants-chercheurs l'ont fait, à partir de documents, d'analyses déjà écrites ou en préparation, sur les différents éléments de la vie internationale du PS dans la période 71-81, puisque volontairement je m'arrêterai en 81, c'est d'ailleurs une autre période tout à fait dans ce secteur comme dans d'autres. Et je voudrais à cet égard féliciter tous ceux qui sont intervenus dans la journée, parce que j'espère que tout ça pourra être publié, parce qu'il y avait beaucoup de sources d'informations et d'enrichissement. Alors moi, la première impression que je voudrais donner, et ça reprend un petit peu ce que disaient nos amis tout à l'heure dans le débat précédent, c'est vrai qu'on n'avait pas autant de force que nos amis anglais ou nos amis allemands, on avait moins de moyens, mais c'était une aventure extraordinaire. Et c'était une aventure extraordinaire qui nous passionnait, mais qui passionnait aussi, disons, beaucoup de forces de gauche en Europe et dans le monde. Alors, je reprends ce qui a été dit comme exemple, mais on pourrait en trouver d'autres, sur la stratégie concernant les pays d'Europe du Sud. Je suis tout à fait d'accord, j'étais à cette conférence dont il a été question tout à l'heure, que le résultat politique n'était pas celui que nous attendions. Mais cette conférence avait été à l'initiative du PS et de François Mitterrand, et elle apportait une pierre dans l'édifice que nous voulions bâtir ensemble. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que, au fond, c'était plus, on ne prenait pas la situation à partir de rien. Il y avait la SFIO, il y avait une ancienneté, il y avait tout ça. Mais quand on est arrivé avec François Mitterrand, après Épinay en 71, il n'y avait pas grand-chose. Et en tout cas, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait correspondre à ce qu'on voulait faire. Et ça, c'est la première partie, première notation que je voudrais apporter. Deuxième notation, qui d'ailleurs explique pourquoi nous avons pu, en 10 ans, faire ce travail. C'est que beaucoup de gens venaient nous voir. Ça a été dit, je crois, par Alain ce matin, Alain Chenal. C'était très impressionnant. On s'organisait, par exemple, au secrétariat international, et au premier secrétariat encore plus, pour pouvoir recevoir tous les gens qui voulaient nous voir, en France et venant de l'étranger. Il y avait une sorte d'engouement extraordinaire, disproportionné, par certains côtés, par rapport à la réalité des choses. Mais c'est une dimension qui est aussi, à mes yeux, importante. Troisièmement, Mitterrand avait un certain nombre de constantes, dont la constante européenne. Il était européen, non pas un eurobéat du tout, mais européen de conviction, considérant que c'était la meilleure barrière contre la guerre. Il avait beaucoup intégré les conséquences néfastes de la guerre. Il avait été très présent dans le mouvement autour du Congrès de La Haye, dans le lancement du mouvement européen, et il y croyait. Et ce que disait Jean tout à l'heure me semble très intéressant, c'est que contrairement à l'image publique qu'il a, Mitterrand était quelqu'un de grande conviction, qui aimait un certain nombre de choses, qui le disait et qui le faisait avancer. Ça ne veut pas dire que pour arriver à ses fins, il utilisait toujours des méthodes directes. Ça, j'entends le rocardien se prononcer à ma gauche, donc je dis tout à fait direct. Mais c'est assez frappant, et Jean citait ça en parlant de l'aspect Amérique latine, et c'est vrai, moi je l'ai vu sur les questions européennes, dès lors que l'objectif était de se rapprocher de l'idée que je vais essayer de cerner tout à l'heure, tout moyen était bon. Tout moyen, toute possibilité,
tout contact, toute capacité de rencontrer les gens. Quel était son objectif? Alors là aussi, il y a un débat qui est intervenu tout à l'heure qui est très intéressant. Moi, je dirais, franchement, c'est d'essayer de bâtir, avec toutes les difficultés, une voie française pour le socialisme. Alors, c'était pas forcément, il en avait tout à fait la capacité théorique, mais l'objectif, c'était de bâtir. C'était pas celui qui aurait pu ensuite, et qui a commencé à le faire, d'élaborer une théorie sur une voie française pour le socialisme, c'est Jospin. Mitterrand, il était devant l'obstacle. L'obstacle, c'était de gagner les élections, si possible, en 1974 et en tout cas en 1981. Et la déception qui nous a tous rassemblés, quand les sondages nous disaient qu'on pouvait gagner en 1974, c'était très difficile. On s'est aperçu après que l'élection présidentielle était sans doute un meilleur terrain pour faire passer ce genre d'idées, mais c'était vraiment une grande déception populaire, au sens fort du terme. Qui est responsable de l'échec de 1974 ? Ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai ma petite idée, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ce cheminement, mené depuis 1971, pas à partir de rien, mais à partir de peu de choses, a débouché sur plusieurs étapes. Et a débouché sur plusieurs étapes parce qu'il y a eu François Mitterrand. Il a été très entouré, très secondé, très aidé, très critiqué, mais il était là. Il a tenu la barque, il a tenu l'axe par rapport à ça. Quatrième notation. Ce qui l'intéressait, c'était d'avoir la mise en œuvre de la stratégie d'union. En France et si possible ailleurs, mais surtout en France. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant de constater, c'est que c'est un détail, mais je pense que les détails, quelquefois, ont leur importance. Après les élections législatives de 1981, le PS était majoritaire à l'Assemblée, il n'y avait pas besoin d'avoir un gouvernement de coalition. Mais Mitterrand a fait en sorte, et volontairement, politiquement, qu'il y ait un gouvernement de coalition avec des ministres communistes. Parce qu'il voulait aussi démontrer que pour mener ce type de changement, il fallait rassembler l'ensemble des forces de gauche. Et je crois que c'est aussi un cap qui est important à souligner. Alors, ceci étant indiqué, quel est le résultat de cette politique ? Elle a représenté en 10 ans une modification complète de la situation. Si on prend les élections présidentielles qui sont avant 1971, la famille social-démocrate française présente 2 personnes tout à fait honorables, de Menès France, qui font un score que je n'ose même pas évoquer là. Et la stratégie définie à Épinay, menée tout au cours de la période, à la fois sur la stratégie d'union de la gauche et avec un PS qui s'affirme à partir de positions qu'il défend à l'intérieur et à l'extérieur, c'est aussi quelque chose qui va permettre petit à petit, pas à pas, d'aller jusqu'à la victoire de 1981. Alors, l'Europe. En quoi l'Europe est importante aux yeux de Mitterrand pour cela ? Parce que l'Europe est une dimension politique, bien sûr, mais aussi culturelle. Et chez Mitterrand, il y a toujours ce double aspect. Moi, j'ai eu l'honneur de l'accompagner à plusieurs reprises dans les rencontres du bureau du PSE et avant de l'Union des partis socialistes de la Communauté européenne. Et c'était clair que quand on allait quelque part, la première chose qui l'intéressait, c'était la situation culturelle de l'endroit où on était. Je vous passe même des histoires plus croustillantes, où on allait d'abord voir le musée, après on allait à telle ou telle réunion organisée par... Bon. Alors évidemment, on est loin, et ça n'infirme pas ce qui a été dit par le collègue tout à l'heure, mais ça le complète. On est loin du fait que, avec des efforts, avec une organisation remarquable, avec la Fondation Friedrich Ebert, les Allemands arrivent à petit marquer des points en Amérique du Sud, plus que nous, même si la dimension sud-américaine était très importante. Mais parce qu'il y a ce travail de ténacité, c'est sans doute un défaut des socialistes français, et c'est même peut-être un défaut de Mitterrand, qu'une fois que le truc est lancé, on essaye que les idées l'alimentent. Et les idées sont indispensables, elles ne sont pas toutes seules pour arriver à ce genre de résultat. Et donc je crois que ce qu'il y a de fort dans sa conception de l'Europe, c'est que l'Europe n'est pas une finalité en elle-même, elle est un moyen
de faire en sorte que la situation des peuples européens soit meilleure et de faire en sorte que la guerre soit rendue plus difficile et même éventuellement éradiquée. D'où la question qui l'intéressait beaucoup, mais Paul pourrait en parler beaucoup mieux que moi, de la défense européenne. Parce que si, effectivement, on avait pu aller un peu plus loin dans cette dimension, je pense que ça aurait été tout à fait conforme à la pensée, effectivement, de François Mitterrand, à la fois par rapport à une redistribution au sein de l'Alliance Atlantique et par rapport à une capacité de défense de l'ensemble de la zone européenne. Voilà ce que je voulais dire comme notation. Il était très attentif aux questions européennes. Il suivait l'actualité politique des différents pays de l'Union. Et je terminerai par une anecdote qui était le vote du premier budget après 1981 au Parlement européen, où nous avions une délégation tout à fait extraordinaire parce qu'elle a été coupée par moitié par le nombre de gens qui sont devenus ministres au moment de l'élection. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux étaient très disciplinés, mais on a eu le soin avec Gérard Jacquet, qui était le président de cette délégation, qui était un très proche de François Mitterrand, de faire voter par le Bureau national une position qui disait que par rapport à la politique que nous voulions mener en France, si nous gagnions, il fallait que nous ayons, vis-à-vis du budget européen, bien, il y a eu un drame au sein de la délégation que Mitterrand a finalement tranché, en essayant de trouver, comme il le faisait assez souvent, un compromis, avec une majorité de la délégation qui considérait que du moment que le groupe socialiste européen, dans sa majorité, s'était prononcé pour une position contraire aux intérêts français tels que le président le concevait, ce n'était pas possible de voter comme ça. Et dans ce groupe, il y avait des gens très costauds. Il y avait Jean-Pierre Cotte, il y avait Jacques Delors. Et donc, Mitterrand a rassemblé tout le monde. C'est une séance dont je me souviendrai, je crois, tout le temps. Et il a rassemblé tout le monde. Et il a dit, bon voilà, il faut que nous trouvions une solution par rapport au choix tout à fait normal que doivent avoir les parlementaires, qui ont une responsabilité en tant que parlementaires, et par rapport aux positions du parti que nous venons d'acter dans un bureau national précédent. Et cette solution n'était pas facile à trouver, mais on est arrivé à trouver une articulation, ce qui fait qu'il y a eu une avancée, y compris sur ce sujet du budget, qui a ensuite été repris dans les années suivantes. Et donc, évidemment, pour ne pas être trop long, et puis je ne voudrais pas non plus que ma voix disparaisse complètement, le Parlement européen a été aussi le lieu d'une expression qui restera, je pense, dans l'histoire du socialisme et dans nos mémoires quand on parle de François Mitterrand. C'est le fameux discours avant sa mort, bien plus tard, où il se penche, laissant tomber complètement son texte sur le pupitre, en disant « le nationalisme, c'est la guerre ». Et pratiquement, il s'effondre sur le pupitre, il était déjà très très malade, avec l'applaudissement unanime, à part l'extrême droite, de je ne sais pas combien de députés européens, toutes nationalités et tout groupe confondu. À mon avis, ça c'est Mitterrand. Merci. Merci beaucoup. Et donc nous poursuivons avec le témoignage de Gérard Fuchs, qui fut ancien député européen, secrétaire international du Parti socialiste également de 88 à 95, et qui vient de publier un ouvrage qui est là-bas sur mondialiser la gauche. Merci pour la publicité. Il ne me reste plus qu'à la mériter. Bon, je vais présenter successivement 5 remarques dont la suite est chronologique, c'est-à-dire qui vont du passé au présent, et j'essaierai de ne pas dépasser 10 minutes. Bon, d'accord. Bon, mon premier souvenir militant de la scène européenne se passe en 1978. Donc à l'époque, il y avait ce qui s'appelait l'Union des partis socialistes de la communauté européenne. C'était long, mais il y avait la communauté charbon-acier, la communauté nucléaire, la communauté économique. Bon, c'était les appellations de l'époque. Et le secrétaire national de l'époque, qui était Robert Pontillon, me chargeait, avant mon départ,
d'un exemplaire du texte où il avait mis entre crochets les points sur lesquels je devais intervenir, en gros pour indiquer, avec plus ou moins d'explication, que le Parti socialiste français ne pouvait pas expliquer cette formulation. Donc je me rappelle mon premier départ, un peu impressionné quand même, une négociation internationale, quel qu'en soit le niveau, ça marque. Et je me vois arrivant là-bas et passant une journée, et la journée s'est déroulée de la façon suivante. Donc quelqu'un a présenté le projet de texte en disant que c'était un projet et en disant que chaque représentant de chaque parti présent allait faire ses observations sur le texte. Et puis c'était par ordre alphabétique des pays, donc j'ai dû arriver à intervenir à peu près à la moitié, mais il y avait déjà à peu près un tiers du document qui était bloqué par des crochets. Donc j'ai rajouté ma petite contribution personnelle de crochet, en me disant que c'était quand même une drôle de méthode. Et puis les autres sont passés derrière moi. Et quand on est arrivé à la fin du premier tour et que je regardais ce qui était entre crochets, en dehors de la phrase d'introduction, de quelques généralités, de la phrase de conclusion, les deux étaient acceptables par tout le monde, il ne restait rien. Ça a été mon premier contact avec l'Europe, avec l'Union européenne, avec l'Union des partis socialistes de la communauté européenne. Et je me suis dit que tout ça n'était quand même pas parti dans les meilleures conditions. Bien. Ensuite, la deuxième étape est un peu moins traumatisante. On se retrouve au moment de la préparation du traité de Maastricht. Il est ratifié. Et par conséquent, les partis socialistes européens se disent bon, l'Europe a changé de nature, ce n'est plus uniquement une identité économique, ça vise à devenir une entité politique. C'est plus une addition de communautés, c'est une entité politique, l'Union européenne, et c'est présenté comme telle, même s'il y a des chapitres pour les spécialistes avec chacune des communautés quand même à l'intérieur, mais y compris les nouvelles. Et bon, donc les représentants des partis socialistes se rencontrent, les membres de l'Union, et disent il faut qu'on manifeste nous aussi un changement de nature. Et c'est là que l'Union des partis socialistes se transforme en PSE. Au départ, c'était Parti des socialistes européens. Et puis ensuite, peut-être Alain, tu te rappelles l'année, moi je n'en suis plus sûr, c'est devenu plus rapidement et c'était plus significatif, je trouve, Parti socialiste européen simplement. Je ne sais plus quand c'est fait, la tradition. Bien. Donc, ça, c'était un progrès. Tout le monde se rappelle les difficultés d'adoption du traité de Maastricht, qui incluait, bien sûr, la monnaie européenne, qui incluait ce fameux débat entre Mitterrand et un autre, un candidat, un représentant de droite qui était follement sympathique, mais pas follement européen. Bien. Donc, nous nous retrouvons avec un PSE et, fort naturellement, au groupe socialiste du Parlement européen, également un groupe qui s'appelle maintenant PSE, c'est-à-dire une entité à l'identité politique bien maîtrisée. Bon, j'en arrive à mon expérience suivante. Je me retrouve en 81 bénéficiaire de la situation que décrivait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire une fois sortis de la liste, tous ceux qui deviennent ministres et qui ne peuvent pas cumuler, eh bien c'est les autres qui montent. Et je me retrouve donc pour la première fois parlementaire européen, et d'autant plus impressionné que je rejoignais le groupe donc en 2001, c'est-à-dire alors qu'il fonctionnait depuis 2 ans avec ses habitudes, ses règles, et que je n'étais pas le seul, on devait être 5, je ne me rappelle plus. Et donc on arrive à Bruxelles et surtout à Strasbourg, puisque la France se battait à l'époque avec succès pour conserver Strasbourg comme lieu de réunion principal du Parlement européen. Et là, je me trouve confronté à un débat qui est un débat majeur, qui est le débat sur les décisions du groupe doivent-elles être prises à la majorité ou doivent-elles être prises à l'unanimité. Ou, comme le traité de Maastricht le proposait, puisqu'il était en fait assez précis, dans certains domaines, il y a une majorité qualifiée, et dans d'autres, il y a l'unanimité. Alors déjà, au moment de la création du PSE, ça avait plus que tiraillé sur le sujet. Je me rappelle que nos amis britanniques, je ne sais pas si ceux qui ont parlé du Royaume-Uni sont encore là, voulaient absolument, et c'était pourtant Neil Kinnock qui était à l'époque le leader
des travaillistes britanniques que toutes les décisions, y compris au sein de l'Union européenne, et malgré le traité de Maastricht, soient prises à l'unanimité. Et je me rappelle, bon, on se rappelle plus facilement de ces petits succès que de ces grandes défaites, avoir plaidé auprès de Neil Kinnock en lui disant, enfin, écoutez, c'est une position absurde. Il y a des domaines où on décide à la majorité qualifiée au niveau des représentants ministériels ou des chefs d'État, et vous nous proposez qu'au niveau des partis, on garde l'unanimité sur tout, c'est ingérable, et ça va nous rendre complètement inefficaces. Et Neil Kinnock, je serais un peu perfide peut-être parce qu'il n'était pas anglais, mais qu'il était gallois, a succombé à cette attaque et à quelques autres aussi, pour être honnête. Et finalement, le PSE s'était constitué sur le principe, on vote à la majorité ce qui est dans la Constitution européenne, qui ne s'appelait pas encore comme ça et qui ne s'appellera pas comme ça d'ici quelques temps. C'est les mêmes champs de type de décision. Mais au sein du groupe socialiste, j'ai découvert assez vite, c'était le groupe le plus important à l'époque, mais nous n'avions pas la majorité à nous tout seuls. Et il n'y avait pas de majorité possible au sein du Parlement européen. Ce qui fait que nous nous retrouvions dans une situation, sur chaque sujet qu'on jugeait important, et une fois réglés les problèmes nationaux intérieurs sur lesquels je ne m'attendrai pas, eh bien, il fallait en fait passer des compromis avec le PPE, c'est-à-dire, pour aller vite, les démocrates chrétiens, et où cette machine fonctionnait, où il n'y avait plus de Parlement européen capable de jouer son rôle, qui était quand même important, bien sûr, après le traité de Maastricht. Et je me rappelle que j'avais trouvé ça quand même étrange, parce qu'on avait fait des campagnes qui se voulaient marquer politiquement, en vantant le PSE, en vantant que c'était un parti de gauche, en vantant qu'il s'intéresserait au social, aux politiques industrielles, à plein de choses très concrètes, et beaucoup plus concrètes pour les électeurs que des théories générales. Et puis on se retrouvait coincé, parce que le PPE ne voulait pas s'allier avec l'extrême droite, et que nous avions quelques groupes, y compris de verts un peu extrémistes à l'époque. Bref, il n'y avait pas d'autre solution pour voter des textes que cet accord. Et ça, j'en ai gardé le plus mauvais des souvenirs, parce qu'évidemment, ce qui sortait ressemblait davantage à de l'eau tiède qu'à une décision politique qui faisait plaisir à telle ou telle catégorie sociale dans n'importe lequel de nos pays. Et bon, c'était l'une des conséquences de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Ma quatrième réflexion, on fait un saut dans le temps. On arrive en 1983. On est au gouvernement depuis 2 ans. On est dans le serpent monétaire européen. On est l'objet d'attaques financières majeures. Et François Mitterrand se trouve à devoir choisir est-ce qu'on sort ou non du système monétaire européen. Vous connaissez son choix en 1983. Je l'ai partagé et je continue à le défendre à une nuance près que je vais exprimer après. Nous décidons, il décide et nous décidons de rester dans le système monétaire européen pour toutes sortes de raisons qu'ici vous connaissez et partagez et que je ne reprendrai pas par conséquent. Mais je ferai quand même une observation, pas simplement parce qu'elle me tient à cœur, parce que je crois que ce que je vais dire explique un peu le déroulement de la suite, c'est-à-dire d'un éloignement des questions européennes et de l'engagement européen d'une très large part de nos électeurs. Il est expliqué que si nous sortions du système monétaire européen, ça serait une catastrophe. On avait un déficit de la balance commerciale déjà, enfin vous connaissez la situation, ce qui était juste, mais il n'y a eu personne, y compris François Mitterrand lui-même, pour dire que nous étions aussi entrés dans une situation de mondialisation. La courbe de l'emploi depuis 1974 ou 1975 était croissante. Et pour résumer le problème d'un chiffre, une usine automobile qui, en 1975, occupait 12 000 ou 15 000 salariés, à l'époque où je vous parle, devait en être à 3 000. Et aujourd'hui, probablement, avec la robotisation, a tourné à 1 000, voire à moins de 1 000. Et je crois que c'est une observation que je souhaite placer ce soir, que cette non-analyse et surtout cette non-explication des contraintes que faisait passer et qu'allait faire peser sur tout gouvernement à venir de la gauche cette fameuse mondialisation financière, mais aussi économique, commerciale, industrielle, qui avait conduit l'Europe à devenir un ensemble ouvert à tous les vents du large, c'était quelque chose qui devait nous conduire à réfléchir à ce qu'un gouvernement de gauche pouvait faire tout seul, avec d'autres au niveau européen, avec d'autres peut-être au niveau mondial,
Je crois qu'il y avait une remise à zéro des compteurs dans une situation complètement nouvelle à laquelle, bon, on ne s'en est pas aperçu peut-être sur le moment, probablement moi-même sur le moment, ça ne m'a pas choqué, mais je crois que ça a été un moment crucial où une bonne décision a été prise, où elle a été expliquée sur le plan monétaire, mais où ses racines profondes n'ont pas été expliquées. À partir de là, vous connaissez la position du PC qui a commencé à crier à la trahison et tout, et ça a été le début d'un processus. J'espère que nous sommes au fond. Je ne vois pas comment on pourrait descendre plus bas. Maintenant, vraiment, la préoccupation majeure, c'est de remonter. Alors, ma dernière remarque sera pour parler de l'élection européenne à venir. Bon, elle a lieu en mai prochain, et nous ne sommes pas ici pour parler, bien sûr, comme si nous étions en campagne électorale. Mais il y a quand même une chose que je voudrais dire. Je crois qu'il y a 2 stratégies qui peuvent être adoptées pour l'élection européenne du mois de mai prochain. La première est mise en œuvre avec une certaine constance par Macron, c'est celle qui l'a conduit au pouvoir, c'est-à-dire il y a les pro-européens qui doivent se battre contre les anti-européens. Ça a marché pour les présidentielles. Je crains, et je crains encore plus compte tenu de la situation sociale actuelle, que ce soit un clivage qui ne bénéficie à personne. Parce que si on continue à expliquer que c'est à cause du climat qu'on augmente les taxes sur les carburants, ce qui me paraît tout à fait justifié, mais encore faut-il savoir qui paye quoi. Si on continue à s'abriter derrière un certain nombre de contraintes extérieures pour prendre un certain nombre de décisions qui passent de moins en moins, je ne sais pas à quoi ressemblera la manifestation de dimanche prochain, je crois qu'on est très mal et que l'Europe sera très mal. Parce qu'il va y avoir un niveau d'abstention aux élections européennes extraordinaires. Ça, c'est le scénario rose. Et le scénario le pire, c'est bien sûr que l'extrême droite, chez nous comme ailleurs, arrive non pas gagnante, mais arrive, y compris et possiblement en tête de cette élection. Donc, je crois qu'il faut, c'est en tout cas là-dessus que je voudrais terminer, je crois qu'il faut avoir une stratégie visant à reprojeter au niveau européen les différences entre la droite et la gauche, telles qu'on a les habitudes de les traiter au niveau national. Je crois que sinon, faire réadhérer ceux qu'on appelle aujourd'hui les gilets jaunes et qui se sentent comme les exclus du gouvernement actuel, après tous les exclus liés à la mondialisation, tous les emplois industriels perdus, si on additionne toutes ces personnes qui ne se reconnaissent plus comme ayant une place dans le monde actuel, eh bien, non seulement nous aurons des difficultés en France, mais nous aurons des difficultés en Europe. On ironise aujourd'hui beaucoup sur les Tchèques ou sur les Polonais ou sur je ne sais qui, mais faisons attention à ne pas nous trouver nous-mêmes au mois de mai prochain dans une situation voisine, parce que tout le monde se foutra de l'Europe, parce que personne ne comprendra qu'elle peut être utile et même qu'elle doit être indispensable, et qu'au contraire, elle apparaîtra comme un champ de contraintes libéral et inégalitaire, et que par conséquent, la vague qui se dressera contre elle sera, pour de nombreuses années, de nature non pas à la détruire, mais à empêcher tout progrès, alors que la Chine progresse et que les États-Unis sont ce qu'ils sont. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup à tous. Et sur le signe de Thierry, donc, je vous souhaite une bonne soirée.